programme, on a donc Michel Kazatchkine qui va nous rejoindre. Si tu veux bien, on a pris un petit peu de retard, j'en suis désolé, c'est de ma faute. C'est donc ce qui a été appelé une leçon de clôture sur les mutations indispensables. Je rappelle que Michel a eu beaucoup de responsabilités nationales et internationales. Il y en a tellement que je ne vais pas les énumérer. Mais si quelqu'un ne connaît pas Michel, vous me le dites et puis je vous dirai qui c'est. Michel, merci beaucoup d'être venu nous rejoindre. Et tu as 20 minutes, hein, tu as 20 bonnes minutes. Après, on aura une... Voilà, c'est bien. Après, ça sera Gilles qui prendra la suite pour les... Merci beaucoup, Pierre-Marie. Bonsoir à tous. Merci, Madame Coulet. Coulet. Merci à Emmanuel de votre invitation. Je m'exprime bien entendu à titre strictement personnel ici, mais mon propos, je pense à l'intervention que l'on vient d'entendre d'Emmanuel Bourdoncle. Mon intervention et mes réflexions sont évidemment très inspirées du travail du panel indépendant qu'il a cité à plusieurs reprises et dont je faisais partie. Alors, on arrive donc à 2 ans et demi d'une pandémie qui a fait 14 à 20 millions de morts dans le monde et affecté directement ou indirectement la plupart d'entre nous partout dans le monde. J'aimerais d'emblée dire que beaucoup de ces morts ne sont pas des morts du Covid, mais aussi de la surmortalité, ce qui m'amènera tout à l'heure à dire que les questions de santé ne sont pas que des questions sectorielles de santé, et que donc quand on pense gouvernance mondiale de la santé publique, il faut penser au-delà de l'OMS et du secteur santé. C'est une pandémie qui a profondément creusé les inégalités dans le monde, comme nous le savons tous. Et puis, nous sommes dans une période où l'image du risque, maintenant, commence à s'effacer. La perception s'installe de ce que la pandémie est terminée et de ce que le sujet de la préparation aux pandémies et aux risques pandémiques à venir n'est peut-être plus d'actualité. Et pourtant, on sait qu'on est à la merci de nouveaux variants. Les précédents variants sévères, Delta par sa sévérité, Omicron par le nombre de personnes infectées, nous ont pris par surprise. La pandémie reste préoccupante dans certaines parties du monde, en Chine en particulier, et la mortalité reste élevée. La mortalité en France sur les 4 premiers mois de 2022 est équivalente à ce qu'elle était en 2020 et en 2021. Et bien sûr, l'impact socio-économique reste important, et si on cumule la pandémie et son impact, la guerre en Ukraine et l'inflation, on estime à 100 millions le nombre de personnes qui entreront à nouveau sous le seuil de pauvreté en 2022. Et bien sûr, ce qui est très préoccupant pour nous tous, au moment où on entre dans ce que certains d'entre vous ont appelé un moment charnière, quand Benjamin appelait à une nouvelle ouverture de réflexion sur l'avenir, c'est en fait que l'attention politique s'est détournée et que la survenue d'une nouvelle crise, ici l'Ukraine, efface finalement très vite la mémoire de la précédente. Alors il y a eu des changements et du positif, et Emmanuel Bourdoncle vient d'en parler. Un certain nombre de négociations se sont mises en place, mais ces procédures sont extrêmement lentes. Ces processus sont extrêmement vulnérables au plan politique et très incertains en termes de ce à quoi ils vont aboutir, et ce d'autant qu'ils prennent place, comme cela a déjà été dit, dans un monde géopolitiquement fracturé et dans un multilatéralisme très affaibli. Alors, pour faire très court, j'ai envie de dire que dans l'ensemble, le système international aujourd'hui, à 2 ans et demi du début de la pandémie, n'est pas mieux préparé à l'émergence d'une nouvelle crise sanitaire qu'il ne l'était au début de 2020 à l'émergence de la pandémie de Covid. D'où l'urgence, bien sûr, d'un leadership politique qui, pour l'instant, ne se manifeste pas, et d'une accélération du processus de réforme. Et au centre de ces réformes, il y a cette question de l'accès aux biens communs.
Et je crois que là aussi, avec des raccourcis, on peut regarder la pandémie de Covid comme finalement l'échec de nos systèmes nationaux et de notre écosystème international à délivrer, au sens anglais du terme, pardon, à livrer les biens communs mondiaux, qu'il s'agisse de la surveillance et de la détection précoce des menaces sanitaires, qu'il s'agisse des traitements et des vaccins, qu'il s'agisse des mesures sociales pour lutter contre les inégalités et les vulnérabilités, ou qu'il s'agisse de la gouvernance mondiale dont on a tant besoin. Et cet accès aux biens communs me semble être vraiment le point de convergence entre toutes les analyses qu'on a entendues et puis la dimension éthique, Emmanuel, que tu as souhaité à ce colloque. Alors, il y a un bien commun où, d'ailleurs, il a été appelé par Stiglitz un bien public mondial, qui, lui, a été non seulement préservé, mais à mon avis, qui a prospéré à l'occasion de la pandémie, c'est l'accès à la connaissance. Patrice en a un peu parlé, mais rappelons que la Chine a partagé la séquence du génome du virus Wuhan dans la première semaine de janvier 2020, puis, c'est-à-dire 15 jours quelque part après l'identification des premiers cas. Et ensuite, on a vu quelque chose comme 150 000 publications dans les 2 dernières années, dont beaucoup en open source, et même avec cette nouveauté qu'on a vue d'articles qui étaient publiés sous forme de préprint avant même d'avoir été revus par les pairs. Donc une accélération et une mise à disposition dans le champ public de l'information et de la connaissance, avec une réserve que Benjamin et Fabienne relèveront certainement, qui sont que les données des essais cliniques, par exemple, sont bien restées la propriété privée des laboratoires qui les ont menés. Alors ces mutations et ces changements indispensables pour qu'une catastrophe sanitaire d'une telle ampleur ne se reproduise plus, c'est-à-dire pour que un foyer infectieux émergent, un outbreak comme on dit, ne devienne pas une épidémie, et pour qu'une épidémie ne devienne pas une pandémie, ces mesures et ces changements, je crois qu'on peut les articuler autour de 4 questions. La mise en place de nouveaux mécanismes de surveillance, de détection et d'alerte et le renforcement de l'OMS. Deuxièmement, en second lieu, l'accès universel au diagnostic, traitement et vaccins. On a parlé des vaccins, mais bien sûr, les questions qui touchent au diagnostic, aux tests diagnostiques ou au traitement sont les mêmes. 3, le financement de la préparation aux pandémies. Et 4, le leadership politique et la gouvernance. Alors, en ce qui concerne de la modernisation, disons, du système d'alerte, et qui fait l'objet des discussions qu'on a entendues sur le RSI et sur le traité. Je vous rappelle que notre panel avait dit qu'il fallait absolument moderniser ce système qui n'est pas à l'heure digitale. Tout à l'heure, Emmanuel, je crois qu'il est sorti, mais parlait de ce que les États sont réticents à ce que la communication qui va à l'OMS sur une alerte sanitaire ne passe pas par un État. Je vous rappelle que ce qui s'est passé en Chine, c'est que donc la ville de Wuhan avertit la province, qui avertit Pékin, qui vérifie, qui avertit le bureau OMS régional de Manille, qui ensuite avertit l'OMS à Genève. L'information était déjà arrivée à Genève par 2 autres sources. L'une, c'est effectivement les réseaux sociaux et les lanceurs d'alerte. Et l'autre, c'est Taïwan qui avait intercepté la communication entre la ville de Wuhan et Pékin. Donc, le système actuel du RSI n'est pas adapté à l'ère contemporaine et au digital. La seconde question à régler, c'est celle effectivement de la possibilité pour l'OMS d'enquêter sur un nouveau foyer à potentiel pandémique et de rendre des conclusions publiques sans l'autorisation de l'État.
Et la troisième chose, c'est améliorer les conditions dans lesquelles la déclaration d'urgence de santé publique à potentiel de portée internationale peut se faire. Et là, c'est-à-dire comment gère-t-on l'incertitude? On est en plein dedans avec le monkeypox. Et ces sujets sont évidemment des sujets qui soulèvent des questions de souveraineté nationale et de l'autorité supranationale qu'on est prêt ou non à donner à l'Organisation mondiale de la santé. Et ces questions, comme l'a dit Emmanuel Bourloncle, sont négociées actuellement. Je ne vais pas revenir là-dessus, dans le cadre de la mise à jour du RSI et dans le cadre du traité international sur les pandémies. Mais attention, comme Emmanuel l'a dit, pas de décision attendue avant 2024. Et encore, il se peut que ce soit 2025 ou plus tard. Et ces décisions, dès lors qu'elles seraient prises, demanderont ensuite à être acceptées par les pays, peut-être validées par des parlements, c'est certainement le cas aux États-Unis, et ensuite ratifiées, puis mises en place. Donc on est très loin. Et clairement, ce mouvement de réforme n'avance pas à la vitesse à laquelle avance le risque pandémique. Sur l'OMS, j'irai aussi assez brièvement pour dire que oui, il y a eu cette décision d'accroître les financements non fléchés à 50% alors qu'ils sont actuellement à 16%, mais tout ça ne prendrait place qu'en 2029, d'accord ? D'autres choses importantes qui nous paraissaient importantes dans le panel, comme un mandat unique du directeur général pour ne pas soumettre l'élection du directeur général à des considérations politiques, n'ont pas été discutées. Et finalement, on reste dans un débat important, je crois qu'on n'en a pas encore parlé suffisamment cet après-midi, qui est celui de la place de l'OMS. Beaucoup de gens disent qu'il faut qu'il y ait une place centrale, mais je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Pour moi, c'est une place centrale dans son mandat. Et le mandat de l'OMS, c'est d'être une agence normative en santé, c'est-à-dire de dire au monde ce qu'il faut faire en réponse à, par exemple, une urgence pandémique ou pour le traitement, que sais-je, des hépatites ou des cancers de l'enfant. Mais, encore une fois, pour moi, la santé, ça va bien au-delà du secteur de la santé. Et beaucoup de gens sont morts des conséquences économiques et des vulnérabilités sociales et économiques qu'ils subissaient et des inégalités que la pandémie a engendrées plutôt que d'une pneumonie aiguë du Covid. Et c'est pourquoi la gouvernance de la santé, au-delà de l'OMS, va aussi au PNUD, à l'UNICEF, au FNUAP, aux grandes institutions financières. L'OMS ne peut pas mobiliser la Banque mondiale ou demander au FMI de libérer de l'espace fiscal. Elle n'a pas cette autorité. Donc, je pense important la démarche qui se fait à l'OMS. Je voudrais aussi qu'on garde en mémoire que le périmètre en sera toutefois restreint et que les vraies questions de gouvernance de la santé et d'architecture de la santé devront, à mon avis, être discutées à New York à un plus haut échelon, comme on l'a fait sur le sida, comme on l'a fait sur Ebola, comme on l'a fait sur la tuberculose. Alors, deuxièmement, l'accès aux diagnostics, traitements et vaccins. Bon, après l'exposé de Fabienne et de Benjamin, et après, je dirais, leur plaidoyer, je ne peux pas ajouter grand-chose, sauf répéter que sans une mutation qui prenne véritablement en considération ces outils comme des biens communs, les mêmes retards et les mêmes échecs vont continuer à se reproduire. Et qu'on ne peut pas continuer dans un système ou une approche de l'innovation en santé dans laquelle des multinationales développent et vendent des produits avant tout aux pays riches et qui laissent ensuite le reste du monde
dépendant de la bonne volonté des donateurs, de l'aide au développement ou de la charité philanthropique pour avoir accès à des technologies de santé vitales. Et je crois qu'il faut constater que pendant trop longtemps, le monde a accepté des politiques économiques et industrielles qui sont aveugles à nos besoins de santé publique. Clairement, il faut repenser cette politique industrielle, récompenser la transparence et le partage du savoir-faire pour le bien commun au lieu de défendre des monopoles et le secret. Donc, développer un nouvel écosystème de recherche et développement, de R&D pharmaceutique, qui répondent efficacement aux besoins critiques de santé mondiale est une priorité absolue. Là, je partage absolument beaucoup de ce qui a été dit, ou la plupart de ce qui a été dit par Benjamin et Fabienne. Comment le faire, ça, c'est une autre paire de manches. Et à ce sujet, d'ailleurs, peut-être vous souvenez-vous que notre panel avait, entre autres, recommandé 3 choses. La première, c'est de financer ACTA jusqu'à son terme, qui en principe est la fin de 2022, puis de transformer ACTA en un nouveau système que nous appelions end-to-end, c'est-à-dire un système qui, dès le départ du R&D, et finalement c'est un peu ce qu'a fait AstraZeneca dans le modèle que tu nous présentais, Benjamin, qui dès le départ du R&D prend en compte le fait que le produit final devra être distribué à tout le monde, et ça passe très certainement par des pré-contrats entre le public et le privé, et pas des post-contrats comme dans le système COVAX. Deuxième recommandation, nous étions en faveur du waiver temporaire proposé par l'Inde et l'Afrique du Sud, ou plutôt le rapport, nous l'avions rendu en mai 21, nous avions dit à ce moment-là, pendant 3 mois, réfléchissez si dans 3 mois, rien ne s'est fait de commun accord entre l'OMC, l'OMS et les États, alors il faut imposer ce waiver, ce qui n'a pas été fait. Et troisièmement, nous avons beaucoup poussé à la décentralisation de la production, qui est indispensable pour l'avenir. Et là, je ne vais pas reprendre ce que nous avons déjà entendu de Benjamin sur l'intérêt de modèles comme le partenariat Oxford-AstraZeneca ou comme le hub ARNM d'Afrique du Sud. Bon, cela dit, encore une fois, je ne sais pas où ira, jusqu'où pourra aller le périmètre des négociations en cours dans le cadre du traité sur ce sujet extrêmement délicat. Je ne le sens pas comme étant dans le périmètre de ce que peut discuter l'OMS. Et je crois qu'on a quand même en face de nous un lobby extrêmement puissant. Par exemple, quand on parle de la décentralisation de la production, les pharma, ou M. Queni, le porte-parole de l'industrie pharmaceutique, nous explique que, après tout, l'industrie, elle a rempli le contrat. Enfin, les Pfizer, les Moderna, ils nous ont apporté tous les vaccins dont on a besoin. Il y en a en trop. Donc, oubliant aussi que, comme Benjamin, tu l'avais justement dit, c'est tout de même le vaccin chinois, parce qu'il est allé au pays à revenu intermédiaire, qui a été le vaccin le plus distribué. Deux derniers points, donc le financement et la gouvernance. Sur le financement de la préparation et de la réponse aux pandémies, il est clair qu'il nous faut des ressources. Il faut des ressources pour, premièrement, financer la préparation. Et le financement de la préparation, c'est d'abord le financement des plans de préparation que les pays peuvent élaborer dans le cas des pays qui ne peuvent pas financer leur plan de préparation. Mais tous les pays ont besoin de mettre à jour des plans de préparation. Les pays riches n'étaient pas plus prêts, et même, on l'a vu pour l'Italie du Nord, l'Europe et les États-Unis, moins prêts que beaucoup d'autres à répondre. Donc tous les pays doivent mettre à jour leur plan de préparation, mais bien entendu, beaucoup de pays ne pourront pas les financer. Donc il faut financer la préparation. Et pour moi, la plateforme end-to-end qui rendra les vaccins et les traitements des pandémies un bien commun entre dans le financement de la préparation.
Et puis d'autre part, il faut avoir de l'argent prêt à être immédiatement libéré en cas de nouvelle urgence pandémique. Et je redis que l'urgence sanitaire à portée internationale est arrivée dans la dernière semaine de janvier. En fin mars, la Banque mondiale n'avait toujours pas réussi à libérer de l'argent et le FMI n'a libéré de l'espace fiscal que des mois plus tard parce que il n'y a pas d'articulation entre ce que dit l'OMS et la décision politique et la mobilisation des institutions financières. Et c'est pour ça qu'à mon avis, encore une fois, ce n'est pas l'OMS qui gouverne la santé mondiale. Elle ne peut pas, parce qu'elle ne peut pas s'adresser aux chefs d'État et parce qu'elle ne peut pas mobiliser, encore une fois, le FMI et la Banque mondiale. Donc, quelque part, il faut que ça monte plus haut, et je reviendrai là-dessus dans un instant. En tout cas, notre panel, comme le groupe dit indépendant du G20 sur le financement des pandémies, recommandions environ 10 à 15 milliards de cotisations annuelles qui seraient garanties de telle sorte que si jamais une urgence survenait demain, sur cette garantie de financement à venir, on pourrait immédiatement financer 50 ou 100 milliards à libérer rapidement. Le point important, et qui diffère de la FIF, la Financial Intermediary Facility, qui vient d'être lancée au sommet américain en mai. La différence, c'est que nous pensons que tout le monde doit cotiser à ce fonds, les pays riches comme les pays pauvres, parce qu'il s'agit d'un bien commun, que chacun cotise comme elle a cotisé à la sécurité sociale, disais-je à quelqu'un à l'heure du déjeuner, à la mesure de ce qu'il peut financer, mais qu'il en tire les bénéfices à la mesure de ses besoins. Et donc, ce n'est pas, pour moi, de l'argent de l'aide au développement. L'argent de la santé mondiale, c'est de l'argent public, mais pas de l'argent nord-sud. Et on sort de cette problématique dans cette nouvelle période dont nous parlons. Dernier point, donc, le leadership politique. Il y a eu ce sommet récent qui est très intéressant, donc était appelé par les États-Unis, mais co-présidé par le Belize, l'Allemagne, l'Indonésie, le Sénégal et les États-Unis. Il en est ressorti des engagements conjoints de gouvernements, d'agences, de fonds des Nations Unies, d'organismes de recherche, du secteur privé, de la société civile. Bref, on a vu à nouveau le pouvoir décisionnel que peut avoir une réunion de haut niveau de chefs d'État multilatéral. Donc, quelque part, ce leadership multilatéral de haut niveau qu'on a connu dans les temps du sida, qu'on a connu à Ebola en 2014, qu'on a connu sur la tuberculose en 2018, quelque part, il a été totalement absent dans la pandémie, y compris dans les discussions auxquelles il a été fait référence au Conseil de sécurité en mars 2020, parce qu'à ce moment-là, les Américains demandaient qu'on appelle le virus chinois et que dans ces conditions, le système de veto faisait que le Conseil de sécurité n'a pas pu prendre de décision. Mais donc, ce leadership, s'il se met en marche, il peut faire des choses. Donc, il me semble que désormais, la balle est dans ce camp. Il faut pousser à ce que cela se reproduise. Et si je regarde l'histoire des pandémies, c'est bien l'Assemblée générale extraordinaire des Nations unies de 2001 sur le sida, puis l'Assemblée générale extraordinaire, la session sur Ebola en 2014, ou la session dite de haut niveau HLM sur la tuberculose en 2018, qui font avancer les choses, parce qu'elles sont un engagement collectif des chefs d'État, et non pas des ministres de la Santé, qui sont ceux qui se réunissent à Genève. C'est ça la grande différence entre l'Assemblée mondiale de la santé et l'Assemblée générale des Nations unies. Donc, je rappelle que nous avions deux recommandations. Premièrement, qu'il se mette en place une session spéciale de l'Assemblée générale des Nations unies. On a bon espoir qu'elle se tiendra en septembre en marge de l'Assemblée régulière. Et deuxièmement, que se mette en place ce que nous avons appelé un Global Health Threats Council, un conseil sur les grandes urgences, les menaces sanitaires,
à l'échelle de chefs d'État, dont l'un des co-chairs serait un membre du G20 pour faire le lien avec les financements que le G20 va très probablement décider d'apporter à la préparation et à la réponse aux pandémies, et un conseil qui serait validé politiquement par l'Assemblée générale des Nations unies et qui aurait donc un poids politique, encore une fois, beaucoup plus considérable que le conseil que proposait Tedros, et qui, encore une fois, vient d'une agence qui n'a pas l'envergure. Voilà. Alors, au terme de toutes ces discussions qui sont assez techniques, je crois qu'il faut tout de même se souvenir que des inégalités et des vulnérabilités au cours de la pandémie et de ce que la santé est interdépendante de déterminants sociaux, économiques et environnementaux. Et que donc prévenir les pandémies, c'est bien sûr avoir de meilleurs systèmes d'alerte, c'est bien sûr d'avoir un RSI réformé, etc. Mais c'est aussi de construire des sociétés résilientes, équitables, et donc de construire, d'avoir un courage politique à remettre ses priorités. Est-ce que dans le monde dans lequel nous sommes, les États auront ce courage politique à leur échelle nationale? Et est-ce que dans le, pardonnez-moi, triste état du multilatéralisme et du monde fractionné dans lequel nous sommes, bien que nous ayons tous compris l'interdépendance de notre santé nationale avec la santé mondiale, no one is safe unless everyone is safe, malgré cela, est-ce que le monde pourra se mettre ensemble autour d'objectifs qui transcendent les frontières? C'est la question qui reste posée. Merci. Merci beaucoup, Michel. Bien. Donc, c'est Gilles qui va conclure en quelques mots. Non. Un petit peu plus que quelques mots, mais pas trop, ne vous inquiétez pas. Je sens évidemment que cette fin de journée que la fin de la journée approche. Oui, quelques mots. D'abord, peut-être pour vous dire, alors je parle au nom du comité d'organisation, c'est-à-dire de Frédéric Coulet, de Virginie Pirard, d'Emmanuel Hirsch et de moi-même, pour faire peut-être une conclusion rapide, parce que Michel vient de nous donner une leçon magistrale, donc beaucoup de choses ont été dites, en tout cas pour ce qui concerne la gouvernance internationale de la santé. C'est vrai que notre colloque était centré initialement sur les questions de recherche, éthique et gouvernance internationale de la recherche, mais vous l'avez compris à travers les interventions et à travers nos discussions et à travers cette conclusion que, évidemment, les choses sont plus compliquées et nous avons parlé de bien plus que de la recherche. Nous avons parlé de la santé mondiale dans le contexte de cette pandémie de Covid. Alors, nous avions deux objectifs. Le premier objectif, c'était avec vous, évidemment, avec tous les orateurs, les oratrices qui se sont succédés, de tenter de mieux comprendre, d'expliquer sur les différents domaines que nous avons explorés, ce qui s'était passé pendant cette pandémie, mais aussi, et je pense que cet objectif est important, Michel, dans son domaine spécifique, l'a traité, d'essayer de voir l'avenir, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut envisager comme amélioration dans les différents domaines que nous avons discutés, comme évolution, comme renouvellement, comme transformation même, ou comme révolution. Je ne sais pas si Benjamin est encore là, oui, il est là derrière. Et ça, c'est peut-être aussi l'une des choses les plus importantes et qui d'ailleurs nous permettra, j'en parlerai tout à l'heure en conclusion, d'évoluer de continuer nos travaux et de développer encore, d'approfondir certains éléments des discussions pour notamment travailler sur ces évolutions, sur ces transformations qui nous paraîtraient intéressantes et souhaitables. Il est vrai que
la pandémie de Covid, Michel nous l'a rappelé en introduction, la pandémie de Covid a été à tout point de vue et dans tous les domaines dévastatrice. On a assisté, accablé pour ceux d'entre nous qui avons travaillé dans le domaine de l'infectiologie et des épidémies pendant si longtemps, accablé devant le désastre, aussi bien au plan national qu'au plan international, la fragmentation des efforts, l'anarchie, le chaos qui a régné, l'effondrement de la démocratie sanitaire, on en a parlé ce matin, et puis finalement le constat que beaucoup font, alors dans des termes beaucoup plus diplomatiques ou doux, dans certaines instances, et avec des termes beaucoup moins diplomatiques sur les réseaux sociaux, quand même un constat de catastrophe indiscutable et qui n'est pas complètement terminé. Michel l'a rappelé. On assiste aujourd'hui à une espèce de dissociation entre ce qui se passe en réalité, c'est-à-dire une pandémie qui n'est pas terminée, dont il reste encore des incertitudes sur la suite. Monkeypox qui arrive par-dessus avec des incertitudes également. Et puis, rien ne dit que l'année prochaine, nous n'aurons pas dans un autre agent infectieux, une autre pandémie qui nous posera tout autant de problèmes puisque nous n'avons finalement pas réglé grand-chose. Nous pensions, beaucoup d'entre nous pensaient en 2021, parce que 2020, on a tous été un peu sidérés, que l'électrochoc, la pandémie avait en fait semblait marcher comme un électrochoc à tous les niveaux, y compris au plus haut niveau, et qu'il y avait un véritable momentum pour des transformations significatives. J'en suis beaucoup moins sûr aujourd'hui. Michel l'a dit, on sent une espèce de lassitude, de désintérêt à beaucoup de niveaux vis-à-vis de cette pandémie et des risques à venir. Quand on lit, Michel, le bilan à 1 an de votre panel qui est sorti il y a, je crois, 1 mois ou 15 jours, je ne sais plus, il est un peu atterrant parce que vous-même, qui pourtant avez l'habitude tous, Hélène Clark, Hélène Johnson-Sirleaf et les autres, de parler avec quand même une certaine prudence, eh bien, vous dressez un tableau atterrant, accablant de ce qui ne s'est pas fait pendant cette dernière année, et du fait que vos recommandations n'ont pas été prises en compte, et du fait aussi que finalement, tu l'as aussi bien dit, ce multilatéralisme qu'on aimerait tant tous transformer et sauver, eh bien aujourd'hui encore continue à se comporter comme avant, c'est-à-dire avec une lenteur terrible et avec finalement une absence de conscience de l'ampleur des problèmes qui pourraient se poser à très court terme si de nouvelles pandémies survenaient. Alors, bon, encore une fois, je ne veux pas être trop long, mais tout de même peut-être rappeler, parce que là, on conclut sur la gouvernance internationale de la santé, mais on a parlé de beaucoup d'autres choses pendant ces 2 journées. Et je me suis fait un nuage de mots, parce que je trouvais que c'était une façon intéressante alors c'est subjectif, j'ai peut-être donné à certains mots plus de force qu'ils n'ont eu en réalité pendant ces 2 jours, mais tout de même, il y a des mots qui sont revenus avec une force et une constance. D'abord, peut-être quand même, on va le dire, parce que Emmanuel, Virginie, Frédéric et d'autres ici dans la salle, j'ai beaucoup aimé, je crois que c'est Hervé qui avait utilisé cette expression, de dire que l'éthique doit rester une boussole, parce qu'après tout, c'est quand même à l'éthique, à partir de l'éthique qu'on a construit ce colloque et nos réflexions, et qu'elle doit constamment rester la boussole qui nous guide dans cette pandémie et dans les autres, je dirais. Il y a également une chose importante qui a été dite à propos de la recherche de différentes façons, en parlant de l'intégrité, bien sûr, mais aussi en parlant du fait qu'il ne pouvait pas y avoir d'exceptionnalisme à un certain nombre de règles fondamentales de la recherche au prétexte de l'urgence, et que les dérives auxquelles nous, scientifiques, avons assisté dans notre corporation et chez nos collègues, nous ont aussi accablés et atterrés, et que je suis à la fois, je pense, nous sommes à la fois heureux de constater qu'aujourd'hui, il y a quand même peut-être beaucoup plus de conscience
face à ce que doit rester l'intégrité scientifique, ce que doivent rester les règles éthiques et méthodologiques de la recherche, ce que doit rester le scepticisme organisé, comme le disent les principes de Kudos, c'est très important. Je crois qu'on les a rappelés, que tous, nous devons les répéter constamment. Cela dit, je suis également quand même frappé, notamment après l'intervention d'Hervé Maisonneuve, mais pas seulement, celle aussi de ce matin, qu'on est dans un nouveau monde avec les réseaux sociaux et que la dérégulation, on dira, de l'information et de la communication scientifique est quelque chose qui aujourd'hui pose de gigantesques problèmes. On l'a entendu ce matin avec également la responsable de l'OMS qui met en place tout un dispositif de réaction à l'infodémie et qu'il faut vivre avec ça et que nous n'avons pas trouvé aujourd'hui encore, même s'il existe un certain nombre de pistes, de mécanismes alternatifs de régulation qui puissent nous rassurer sur le contrôle de l'intégrité de la science. Le deuxième grand volet, c'est évidemment les organisations internationales, la gouvernance internationale, l'OMS qui revient constamment, pratiquement tous les jours ou dans presque toutes les interventions, comme un point central, mais je trouve que Michel a parfaitement, et puis d'autres intervenants ont parfaitement établi quelle pouvait être la place de l'OMS et quelle ne pouvait pas être la place de l'OMS, que l'OMS, elle avait bien des défauts, mais qu'elle avait bien aussi des qualités, que pour autant, on ne devait pas s'interdire de réfléchir à des évolutions et des réformes importantes, même si on voit bien que c'est difficile et peut-être pas possible à court terme. Il n'empêche que l'OMS est là aussi un phare central dans cette tempête. L'Union européenne, on en a parlé à plusieurs reprises sous différents angles. Là aussi, on a assisté d'une part à une absence en tout cas forte initialement, mais pour des bonnes raisons, entre guillemets, en tout cas politiques et juridiques. Je ne sais pas si elles sont bonnes, mais en tout cas, elles expliquent un peu pourquoi l'Union européenne a été relativement silencieuse. Mais là aussi, peut-être, on assiste à un réveil, à un certain nombre d'évolutions qui sont encore, on dira peut-être, tâtonnantes. En tout cas, on a du mal à voir effectivement si l'Union européenne sera capable de se comporter comme les États-Unis en matière de réaction, de préparation et de réaction aux pandémies. Mais enfin, il y a un éveil. Donc, on est content de voir cet éveil. Et puis enfin, bien sûr, la démocratie. Là, pour le coup, cet effondrement de la démocratie en santé à l'échelon local, national et global a été un accablement aussi pour nous tous. On voit malgré tout qu'un certain nombre de choses se sont faites à l'échelon international, à l'échelon territorial, plus qu'à l'échelon national, en France en tout cas. On voit qu'il y a un certain nombre de pistes de travail qui existent. On voit, alors je l'ai classé dans la démocratie, Benjamin, les biens communs mondiaux, parce que je pense que fondamentalement, c'est probablement autour de l'éthique et de la démocratie qu'il faut faire avancer ces concepts-là. Je vois que le débat démocratique n'a pas existé et n'existe toujours pas, que l'appel à l'intelligence collective n'est pas aujourd'hui quelque chose qui est acquis, y compris dans les organisations internationales. On a bien rappelé tout à l'heure à quel point les États ne semblaient pas du tout, même aujourd'hui, avoir envie de discuter avec des représentants de la société civile, quels qu'ils soient, parce qu'on voit bien que tout cela n'est pas mûr. C'est désastreux, c'est probablement dangereux d'ailleurs, mais enfin, c'est ainsi. Et finalement, on constate malgré tout aujourd'hui qu'en France comme ailleurs, la gestion politique de cette pandémie, la réflexion politique autour de cette pandémie, elle est élitaire. Nous, les élites, nous en faisons partie, nous sommes tous en train de réfléchir à tout cela. Nous avons beaucoup d'idées intéressantes, mais il est terriblement difficile pour des quantités de raisons, même si on a de bonnes intentions, de trouver des moyens de faire entrer
les citoyens dans le débat sur cette pandémie et les prochaines. Et ça, c'est vraiment un des points sur lesquels je trouve on est vraiment le plus mal développé, le plus mal armé, le plus mal barré, excusez-moi pour l'expression, parce que je ne vois pas très bien à très court terme comment les choses vont évoluer. Je sens des blocages un peu partout et je pense que ça va d'une façon ou d'une autre produire des résultats sociaux préoccupants. Voilà, ma conclusion, pour finir. D'abord, oui, bien sûr, on entre dans une ère différente, on l'a dit et redit. Hein. Donc ça, je crois que maintenant, la conscience de ce point de vue-là est réelle. Que la recherche doit continuer à servir le bien commun. Et les biens communs mondiaux sont une illustration parfaite de cela. La recherche et le développement doivent continuer à servir le bien commun. C'est l'alpha de la solution aux pandémies, comme le disait Virginie lors de son introduction. Je pense aussi, je l'ai dit tout à l'heure et je le redis parce qu'il faut redire les choses, que l'éthique est la boussole universelle et qu'elle doit le rester et que on doit faire en sorte, en tout cas ceux d'entre nous qui fréquentent l'éthique ou qui la pratiquent, on doit faire en sorte qu'elle soit beaucoup plus fortement présente dans l'ensemble des discussions et des débats. Je pense aussi qu'il n'y a pas de surprise. On a bien connu ça avec la pandémie de sida. Tout ça, ce sont des combats. La démocratie en santé, c'est un combat. Et ça le restera tout le temps. Et que donc, on s'était peut-être un peu assoupi, comme je le disais tout à l'heure, la génération de ceux qui ont connu les combats de la lutte contre le sida, et qu'il faut ressortir les outils, les armes, les cuirasses, et se remettre à combattre, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Et je pense que fondamentalement, il faut que nous restions inquiets. Michel l'est. L'a été dans sa leçon. Je pense que beaucoup d'orateurs ont exprimé des inquiétudes, peut-être pas assez. Peut-être que l'inquiétude que moi je ressens et que je vous exprime n'est peut-être pas suffisamment présente, et que c'est peut-être aussi pour ça, comme le disait Michel, que le leadership politique, finalement, aujourd'hui, s'éloigne un petit peu de la pandémie, et qu'il n'est pas suffisamment fort. Peut-être que si l'inquiétude des citoyens était plus forte, ce leadership les politiques seraient contraints au leadership. Voilà, je finis là-dessus. Alors, pour la suite de ce colloque, qui n'a pas été vécu comme un événement unique. D'abord, vous aurez accès aux vidéos dans un délai, je suppose, rapide. Des actes seront produits fin août et nous ressolliciterons les différents intervenants pour travailler sur le contenu de ces actes. Et nous avons, je pense, à travers votre intérêt, à travers l'intérêt que nous avons senti en ligne et ici sur ce colloque et son contenu, nous avons, je pense, validé un objet commun, transdisciplinaire, sur lequel tout le monde est intéressé à poursuivre le travail. Et nous vous tiendrons au courant, mais nous allons déterminer un certain nombre de domaines et d'axes de travail que nous allons poursuivre dans l'avenir à travers des colloques et d'autres moyens, de façon à continuer, d'une part, à combattre, d'autre part, à soulager notre inquiétude, ou en tout cas à l'exprimer, et puis, si possible, à produire des recommandations ou des suggestions qui pourront servir à qui de droit. Voilà, donc merci à vous tous d'avoir été présents pendant ce colloque. Merci à tous les intervenants, les intervenantes. Merci à ceux qui, en ligne, nous ont suivis. Et puis, à très bientôt. Donc, voilà, merci.